Bonjour à tous. Donc, je suis Patrice Canozaï, je suis le fondateur et le gérant des éditions du Cygne. On a fêté nos 20 ans là, cette année, en 2023. Nous publions beaucoup d'ouvrages universitaires sur les géopolitiques, l'histoire. Nous publions beaucoup d'ouvrages sur malheureusement tous les conflits que notre planète connaît. Ça va de la guerre en Ukraine, l'Algérie, le terrorisme, l'État islamique, Boko Haram au Cameroun, toutes ces choses-là. Ces choses très drôles, vous les trouverez aux éditions du Cygne. Et heureusement, à côté de ça, nous avons un grand espace de respiration, puisque nous publions aussi beaucoup de poésie. Donc, depuis 2003, date à laquelle j'ai créé les éditions du Cygne, je me suis attaché à donner un espace à la poésie, parce que la poésie est, à titre personnel, le genre littéraire que j'affectionne le plus. J'aime le théâtre, j'aime les nouvelles, j'aime les romans, j'aime le cinéma, j'aime plein de choses. Mais la poésie a ce côté direct où on peut prendre un livre, une page au hasard, lire quelques mots, quelques phrases, et être enchanté, être touché, et on peut se l'approprier. Alors que parfois des œuvres qui sont bien plus ambitieuses, comme un roman ou d'autres, il faut tout lire, c'est magnifique aussi. Mais la poésie, c'est comme un shot de vodka qu'on prend tout de suite et on se l'approprie. Et donc, on a plusieurs collections, notamment la collection de Chaume du Cygne, où on publie des poètes francophones, français, belges, suisses, québécois. Dans la collection poésie francophone, on publie parfois des auteurs qui ont des origines étrangères et qui écrivent en français. Dans la collection poésie du monde, nous publions des auteurs étrangers traduits en français. Donc, j'ai la chance d'avoir des auteurs d'à peu près tous les coins du monde. Là, j'attends un auteur comorien qui vient de Mayotte, qui habite à Mayotte. J'ai des auteurs de partout en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. J'ai des auteurs en Colombie. On vient de publier, grâce à Magali de Coster, qui m'a fait connaître il y a quelques années, Bella Clara Ventura, qui est une grande auteure latino-américaine. J'ai des auteurs d'Europe de l'Est, de Hongrie, de Lettonie, de Biélorussie, de Russie, j'ai des auteurs en Asie, beaucoup en Afrique aussi, dans le monde arabe, j'ai des auteurs algériens, marocains, tunisiens. Et j'aime que cette poésie rapproche, et on peut lire un poète russe comme on peut lire un poète colombien, et il y a à la fois la culture et d'où on vient, et puis il y a à la fois cette humanité qui est là, quel que soit l'endroit d'où on vient. Donc je remercie surtout l'association Appui Livre et Amar et son équipe de nous avoir invités. C'est magnifique pour les éditions du Cygne et aussi pour les auteurs d'avoir un espace dans Paris où on peut comme ça se rencontrer et valoriser notre création. Et j'ai la chance d'avoir 8 auteurs présents aujourd'hui, dont 2 ou 3 ne sont pas encore arrivés, dont une malheureusement, et je lui ai dit cette journée, n'a pas pu venir parce qu'elle s'est fait une entorse hier et elle est à l'hôpital. C'est Anne-Claire Marie-Hélène Narou, qui est docteur et philosophe de religion, une conférencière internationale qui intervient régulièrement à Cambridge et à Oxford, et qui a publié 3 recueils aux éditions du Cygne. Donc je vais d'abord donner la parole à une auteure que j'ai rencontrée l'année dernière, Valentina Cassadei, une auteure italienne que je fais passer en premier parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Et elle est notamment et surtout, avant d'être poétesse, elle est scénariste et réalisatrice. Donc son gagne-pain, son métier, sa création, c'est le cinéma. Et donc elle est toujours en tournage, elle est toujours dans des choses qui nous dépassent un peu et qui doivent être très difficiles à mettre en place, parce que j'imagine que faire un livre de poésie, ça reste encore entre gros guillemets facile, mais faire un film, c'est des scénaristes, c'est des cadreurs, c'est des preneurs de son, c'est des budgets, c'est des autorisations à la mairie pour des lieux de tournage. Et c'est vraiment ambitieux comme travail et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Donc Valentina, tu es scénariste et réalisatrice, tu es italienne, tu travailles et tu vis à Paris depuis 2014, donc ça fait 10 ans cette année. En Italie, tu as déjà publié 3 recueils de poésie, donc Tormento Fragile chez Bertoni en 2018, Il Passo dell'Inerzia chez Sama Edizioni en 2020, désolé pour l'accent, et Uno più uno fa uno chez Edizioni Ensemble en 2020, et tu as remporté des prix de poésie, le prix Carver, et tu étais finaliste du prix Polverini.
Tes poèmes et tes nouvelles ont été publiés dans diverses revues littéraires en Italie, telles que Rai Poesia sous la direction de Luca Solentino, La Repubblica, Interno Poesia, Patria Letteratura, Viva, Argo, Poésie del Parco, Il Folio, je ne sais pas prononcer le G, Literario, Il Segnale, Poesia del Nostro Tempo. Et donc tu as publié chez moi en 2023, donc c'est tout récent, Habiter la blessure, qui est ton premier recueil que tu as écrit et publié en français. Donc là, Valentina est un bel exemple. Elle est italienne et elle a déjà publié des prix littéraires dans son pays et dans sa langue. Et là, elle a écrit un recueil en français. Donc ça, je trouve ça fabuleux et un recueil de grande qualité. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est amusant, c'est qu'elle va bientôt publier en Italie, en italien, le recueil dont elle va vous lire des extraits. Et c'est très bizarre de traduire dans sa langue maternelle un recueil qu'on a écrit dans une langue étrangère. Donc c'est quelque chose d'assez inhabituel. On vient me rejoindre, Valentina, et qui va nous lire des extraits de Habiter la blessure. Bonsoir à tous. Vous me dites stop. 5-10 minutes. Hein. Ouais. C'était nuit pour faire la moyenne. Allez. Du coup, j'ai décidé de partir par la fin du livre, parce que notamment ce sont des poèmes que j'ai écrits à un ordre plus ou moins chronologique. Ça représente ce que j'ai écrit de 2020 à 2023. Et je préfère partir des poèmes que je sens plus proches où j'en suis maintenant. On ne sait même plus qui crache sur qui. Mon frère évite une autre claque. Ce sont des choses que l'on ne remarque pas. Les foyers avaient presque tout. Avec mes yeux charbonneux pour être aimés, dans les lits où je resterai toute ma vie, j'accueille la syncope. Je suis cette femme qui porte la nuit dans ses vêtements, qui a des rêves qui font évaporer la mer, qui s'étaille pour se rendre plus fertile. Cette femme qui n'est pas mère et reste donc fille, qui a le goût du feu et du fer, qui avance comme un doigt dans un gant. J'accueille la syncope dans les lits où je resterai toute ma vie, avec mes yeux charbonneux pour être aimée. Quand on mourra, on ne se connaîtra plus, et nos vêtements usés par les mots seront reniflés par des nez sans émotion, par des narines inconnues, qui ne sauront pas reconnaître la fragilité de notre lien, l'expansion de notre vide intérieur. La nuit paraîtra longue, et les absences scintilleront jusqu'aux cheveux blancs et aux derniers rêves. La mémoire d'étoiles brille devant notre souvenir, quand les pétards éclataient sous nos pieds et qu'on sautillait comme des gazelles pour les esquiver. Tu portais la nuit dans tes habits de grand gueule, dans les yeux de notre grisaille, l'ombre derrière l'amour. Espérer que ton parfum d'hier soit encore dans la pièce, nous rêver minuscules dans une file de fourmis, à se faire piétiner ensemble. Dans tes yeux, il y a la mer, il y a les pères, il y a l'émerveillement qui façonne tes traits, la terreur qui effraie les petits, recroquevillés, il y a des mots, recroquevillés dans leur fragile fœtus de verre, l'embryon du diable et le début du supplice, la condamnation d'une progéniture indécente, une descendance de fer. Ton frère, ta sœur sont tristes comme toi. Ton absence passe inaperçue. Personne ne peut dire ce qui me manque. Et tandis que les années s'écoulent sous mon oreiller, je me repose en secret. Les solitudes me glissent entre les doigts, et dans mes deuils accumulés, je retiens mon souffle. Je compte jusqu'à 1 million.
Sans pouvoir compter sur personne, on dirait qu'un Dieu s'est perdu. Je n'ai assez de chercher des perles. De toute façon, je suis née pour quelqu'un. Grandir ne sert plus à remplir le cœur. Je ne souhaite plus qu'une paix sans triomphe. Il y a encore une peine que je connais mal, une peine à découvrir, à ressentir, à tolérer dans sa complexité. Le hoquet du vortex, décorateur du temps, te recrache à la surface. Je t'ai perdu quand je t'accomplis. Et cette odeur-ci qui me ramène là-bas n'est qu'un passager du vent, l'émotion des fleurs, qui passe ensuite comme une vilaine maladie. Orage généalogique d'enfants oubliés, et dans l'incontinence des confidences, la violence du désamour. La conspiration des spectres me demande si la prière a guéri la blessure. Je tends l'autre joue au clan de mon tyran, et l'univers sans mémoire continue de tourner sous la lune chaude de minuit. Il n'y a qu'un mot que je ne voudrais pas oublier, caché dans les méandres de ma boîte crânienne tachée, entre des pensées grandes ouvertes et la redistribution des efforts. Donner le cœur avant l'heure, saboter les bourgeons, caresser les ombres. La pitié s'éplie à ta conscience sans hantise, au cercle que la pierre crée dans les temps. Et c'est Dieu que personne ne sait trouver, c'est laisser tomber en arrière, pour vivre jusqu'à mourir. Les tourments la deuxième fois, ce n'est qu'une habitude. Je suis les chênes, les racines dans la misère. Des vieux oiseaux noirs croissent sur mes branches. Les feuilles touchent les sols. La stéréophonie de mes plantes crie comme les bêtes et nourrit ma terre, mes souches hystériques. Là, c'est plus ou moins ma sélection. Merci Valentina. Je voulais dire que j'ai écrit un article là-dessus. Quand j'ai lu le recueil, je n'avais pas l'intention de lire le livre d'une personne de langue étrangère. Je dirais que c'était une Française de langue française qui avait écrit le livre. C'est un excellent livre. C'est publié dans le Pan poétique des Muses, qui est une revue universitaire à Grenoble. Merci encore une fois. Sophie vient me rejoindre. Donc Sophie, tu es poète, tu es plasticienne, tu vis à Montreuil. Tu as publié ton premier recueil en 2018. Tu en as publié d'autres depuis, chez moi, aux éditions du Cygne, chez d'autres éditeurs. Tu es connu notamment pour avoir réalisé une fresque regroupant 20 visages de poètes contemporains exposés de matière pérenne à l'université de Caen. C'est toujours le cas? Vous y êtes toujours? Oui. C'est magnifique en tout cas. Donc, tu as beaucoup de talent littéraire, sinon tu ne serais pas chez moi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, pour célébrer le Nouvel An berbère et pour rendre hommage aussi à ceux qui travaillent à la suite de l'abbé Pierre, j'ai essayé de proposer un cheminement à travers quelques textes qui commenceraient par cette proposition pour tous ces jours. Alors, pour tous ces jours où on voudrait exister pour quelqu'un, il y a quelques inédits. Derrière le volet rabattu par ta tiédeur, furtive, à peine chère, cette ombre déjà qui veut que j'efface à mon tour quelque chose d'intime.
Alors le vide s'enroule et s'ouvre en moi, remarquable de violence, en fleurs, à l'automne. Pour tous ces jours où l'on voudrait être épaulé, j'apportais du pain au vieux voisin qui souriait sans raison. Le manque d'amour est-il lumière? Je me souviens que je rêvais à la cour de murènes féroces. Je me souviens d'avoir été acculée. Ma bouche est fendillée par endroits. On dirait un été sec des seins. Et pourtant, près de juin, c'est l'éclat de tes épaules qui m'ouvrit à la bonté. Libre est la mémoire, libre et légère avec toi. J'étais généreuse et nuage sans cesse. J'étais pavot dans la déchirure de pluie. Pour tous ces jours où l'on est soi-même la main tendue. Ta main toute, sachant l'arbitraire, qui plie le corps jusqu'à extirper de l'homme sa bonne conduite, jusqu'à la réduction de son ombre, puissante d'elle-même, tant de bois tendre où viennent se fondre les mots ivres. Nous restons dans l'été qui bourdonne, égal au reflet irisé de ta main, pulpe, point, sans lisière. Pour tous ces jours où l'on voudrait être à deux, tu ne m'as pas rejointe. J'ai marché jusqu'au lac, vite les berges de jade troublées. Tu n'auras pas vu les inconnus, citadins, apôtres, précédés d'un froissement d'ailes. Ceux-là que nous sommes. La pluie, voilant la vue, comme un berceau. Pour tous ces jours où l'on fume, pour ceux qui fument, nous savions une seule cigarette garantit les ailes de la nuit. C'était dans la torpeur. Nous pleurions autant qu'un homme peut briser ses chaînes devant la beauté des portraits du Fayoum. Qui étions-nous? Je ne saurais le dire. Quelques extraits de Temps de patience, édition du CIL. Pour tous ces jours de nuit froide, dans le feu qui lèche le ciel, une herbe retrace la couleur insoupçonnée du monde. La nuit, de plein droit, laisse retomber les voix comme des brindilles. La nuit, soustraite à l'attente d'une blessure à recouvrir. Tous ces jours où l'on boit du vin, ceux qui boivent du vin, un bosquet s'élance, à même l'ombre, le bleu immense. Depuis quelque temps, j'écoute le revers des feuilles. C'est maintenant que je connais l'indicible. Un bosquet s'élance et tresse les liens du corps avec l'esprit. Et nous salons le vin pour éluder la mélancolie nouvelle. Pour tous ces jours où l'on voudrait se rappeler, mémoire m'est donnée, dague fine, comme le dard de la guêpe, libre, inquiétant la terre et le linge. Une corde se froisse
froisse au vent fourmillant, saccagé, vent des vies souterraines. Les arbres aussi hurlent un passé invisible. Pour tous ces jours où l'on voudrait une réponse. Substantiel décembre, substantiel de brûlures et de tuiles. Les grues du chantier broient la lente brume. Ma langue s'agrippe au sortilège de l'attente. Comme s'étend le voyage, un ballon vole sur le toit, comme un cri. Et enfin, quelques extraits de Je vais à la mesure du ciel, toujours les éditions du ciel. Pour tous ces jours où l'on aimerait vivre une autre vie. Il y avait aussi le tumulte de la vie multiplié, l'énergie individuelle pour le voisin tombé de l'échelle, les fleurs conventionnelles dans la conscience éventrée d'une vie s'écoutant. Le désir de l'homme moderne, un paysage sans défaut, les traits effacés de l'émotion, mais le sexe en mal de foudre dans les quartiers déserts. Des êtres s'érigeaient en justiciers dans la vie civile, dans les murs mers crevassés, leurs paumes dures, dures, comme le moment sans maître. Pour tous les jours où l'on dit « Ah, c'est toi !» Un inconnu de haute taille, qu'un fruit obstiné. Je ne vois que sa parole. Elle se mélange à la sympathie, à l'amende, au sel brutal des offensés. Enfin, pour tous ces jours brûlants d'humanité. J'entends la pluie adverse, il est tard, le refrain aveuglant des morceaux de mine nés de ma bouche, fondent dans ma bouche. Est-ce de toi que j'ai reçu l'inespéré? J'entends le figuier, la tendresse de ton courage, un baiser, comme le rivage, s'écrie, brûle et paraît l'infini du cœur dans la lune. Remercie. Xavier, tu reviens? Pour alterner un petit peu le féminin et le masculin. C'était pour Maggie, mais c'est une dame et je la garde. Ah, tu fais comme tu veux. Donc Xavier, tu es né en 1979 en Dauphiné. Tu es directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Tu résides à Montreuil aussi, comme Sophie. Et tu as publié 4 recueils, L'adieu au loin aux éditions du Citron Gare, et aux éditions du Cygne, Le caractère sacré, Le souci du bien et Fief, donc 3 recueils. Et tu as aussi publié dans de nombreuses revues de poésie, ainsi que dans plusieurs anthologies. Et tu as l'initiative du projet collectif La poésie a quelque chose à dire, PAUCAD, dont la vocation est de placer la poésie dans l'espace public, ainsi que du groupe d'auteurs La Girafe à Piston. Et puis je n'avais pas préparé, mais comme on avait discuté tout à l'heure en début de séance, c'est vrai que donc, tu travailles en milieu pénitentiaire, tu as dans une fonction,
me racontais qu'effectivement, tu aidais, pas seul, mais avec ton équipe et des associations culturelles, à offrir des ateliers d'écriture et de la poésie en milieu carcéral, et c'est quand même aussi quelque chose de loin d'assez fascinant, et je te remercie pour ça aussi. Je te laisse lire. Merci. Je vais juste corriger, c'est que ça existe, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas personnellement mis en place ces ateliers. Mais ça existe. J'ai quelque chose à dire. C'est relatif aux choses, justement, à l'expression juste. En tant qu'historien, en tant que conseiller d'insertion, en tant que l'écrivain, mais je suis confus. C'est compliqué. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. J'entends bien, oui. Voilà que j'écoute. Puis, tiens, ma concentration, voilà qu'elle agonise. Oh là là, je m'endors, je bafouille. Vous me faites hésiter, je me tais. Si vous saviez ce que j'ai à dire, ce que je voudrais dire pour être exact. Mais je le pense, oui, quasi sûr, à quelques exceptions près. Excusez-moi. Je vais passer à autre chose. C'est comme ça. Je le garde pour moi, finalement. Et n'insistez pas. Une autre fois, nous prendrons le temps. C'est quasi sûr. Autrefois que j'étais un chat, je n'avais aucune raison de défaire le tissage de mes nuits. Je me contentais de la lune, et ce qu'elle me donnait de son effeuillage me satisfaisait. J'accoudais de longues heures sur mes rêves, le regard mouillé à force de fixer mon intérieur, bien décidé à aimer des largeurs qui serpentaient. Et même si je sais que c'est difficile à imaginer pour vous aujourd'hui, j'étais heureux ainsi, écoutant le battement de mon âme, brume chancelante que je supervisais. Mais désormais, je suis un oiseau. Je prends le temps de souffler les nuages, et mes impressions longtemps assoupies sont une autre façon d'aimer l'air, filtré par le son des arbres, délimité dans son amplitude. Alors je dépose mes vieilles idées de chat à l'extérieur de mes rêves, comme si mon regard revenait d'un long séjour, et j'aime cette conclusion, cette page fleurie par mon vécu, cette vapeur où se tend ma lenteur animale. Je vais lire juste une après. Les amoureux, en faisant ce qu'ils font, se regardent regarder passer les passants, et leur désir est dans ce qu'ils touchent une chair froissée du bout des lèvres. Plus tard, la nuit venant, les amoureux sont si fatigués qu'ils se couchent l'un dans l'autre. Plus tard, la nuit venant, les amoureux sont si fatigués qu'ils se couchent l'un dans l'autre, et les autres dans les appartements font des enfants de comment s'aiment les amoureux. Le temps passant fait que les amoureux se touchent moins qu'avant, et leurs lèvres qui parlent des amoureux sur les bancs. Et aussi du temps passant sur leur amour d'eux et sur l'amour des autres, qui, en faisant ce qu'ils font, leur rappellent que passent les amoureux. Regarde, en face de toi, c'est la mer, que dévale un chien ailé agrippé sur une luge
Et il rigole. Et tout au fond, à la limite du ciel, un aigle harassé de silence qui fait son maximum pour t'éviter. Et toi, tu es une plante, tu dandines un sourire derrière ton front, mais de face, c'est dur. C'est protégé par tes yeux qui fuient toute mélancolie. Il fait pourtant un temps de neige, il fait un espoir de solstice. Tous ces ouatés, même sous la terre, où tes rêves ont 1 mètre carré à parcourir. Oh, un arbre s'avance. Chut, laissons-le chanter. Il a un trapéziste qui danse dans ses feuilles. Il a vocation d'être un chien glisseur, un aigle de mystère. Tu as vu comme tu voyages? Regarde, en face de toi, la mer. Je vais vous lire un poème qui est un peu long, j'essaie de lire un peu plus vite. Mais ça va? Ah, ça va. Mais que j'aime beaucoup. Que j'ai appelé les âmes ou la désobéissance et qui a vocation à, on va dire, à espace de solidarité. Les âmes solides, les âmes aux veines invisibles, comme des couteaux dissimulés sous des manteaux, s'emportent au son du souvenir du bien impérissable. Les âmes défoncent les honneurs comme du papier. Les âmes, avec des yeux de nouveau-nés, avec des bouches pleines de terre grasse et laiteuse, se passent très bien des héritages. Les âmes suçotent le temps comme des gitanes jaunies et sans filtre. Et on dit des âmes qu'elles sont follement familières dans leur comportement, inégales dans leur façon de frapper les esprits ou de profiter des échos du savoir. Mais ces âmes-là ont un secret, elles délient les vœux. Et chaque fois qu'elles se rendent au marché de l'agora, les âmes y perdent la moitié de leur vertu. Aussi, les âmes n'y vont plus, elles se préservent. Elles ressentent les choses de loin, elles renoncent de haut. Les âmes, à vrai dire, se soucient peu des âmes. Cela dépend de facteurs en lien avec la vérité. En vérité, elles mentent souvent. C'est presque sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles semblent solides. Et une fois, je me souviens, une âme trépignait devant une porte fermée. Elle ne trépignait pas de colère. Elle ne souhaitait pas qu'on lui ouvre la porte, non. Elle vivait juste un moment unique à cet endroit-là. Les actions de vie cimentent les âmes pour longtemps. Des fantaisies les rendent plus fortes que des miracles. Les rêves les soudent à l'impalpable matière du vide. Ainsi, elles sont comme un fil ininterrompu. S'il y a des âmes qui parfois se séparent des autres, c'est pour observer la perfection des erreurs communes. C'est pour écouter l'harmonie du brouhaha commun. Ensuite, les âmes reviennent à leur place et elles rient. J'ai bien connu une âme. J'ai bien connu une âme et elle respectait ce qui faisait autorité. Elle remerciait l'instant, excusait le passé et restait humble face au futur. Elle aimait converser des conversations. Les âmes ont une haute opinion de la justice. Elles disent que la justice abandonne, qu'elle fuit. Elles disent que la liberté est l'acte d'en lester les bords. Elles n'y réussissent pas toujours. Elles s'en vantent. Les âmes sont solides par démocratie. Les biens qui occupent leurs mains sont si fragiles, si aériens, qu'ils sont communs. Ce sont des âmes. Les âmes peuvent apprendre à se prendre les mains. Qu'on pardonne aux poètes ses récriminations,
Il n'est pas facile de tout faire, de tout percevoir. Certaines choses sont aussi dissimulées derrière l'honnêteté qu'elles chutent au fond des vies. Et le poète n'a que 2 mains et un couteau pour trancher à travers le voile de lui-même. Comment pourrait-il vivre ce que vivent ses amis humains, tout cela qu'il aime injustement? Buvant toujours le premier à la coupe sombre, il demeure intensément sans création, révolté contre son horrible mélancolie. C'est vrai, le poète adule sa liberté, c'est là tout son malheur. Il en a pour les autres, et ce qu'il partage n'est jamais confortable. Je vais vous lire un poème que j'appelle Le Grand Paris. Je travaille en Seine-Saint-Denis, j'habite en Seine-Saint-Denis, bref. Et je travaille dans un quartier qui est un peu comme Montreuil d'ailleurs, qui est en pleine reconfiguration architecturale. C'est un des quartiers du nouveau le village olympique là. Donc c'était un quartier sur les marches de Paris, avec à l'époque des bidonvilles, etc., qui a été reconfiguré. Aujourd'hui, il y a des bureaux partout. Et de voir tout ça se construire m'a fait un peu réfléchir, et ça a donné ce texte-là que je vais vous partager et sur lequel je terminerai. Le Grand Paris. Comme il est agréable de contempler d'en bas les chemins se détournant des possibles. Une immense ossature de fer gît à mes pieds, je m'en détourne avant qu'elle ne m'aime. Territoire plein, immeubles évidés, peuple rouille, usé par les outils sur les mains, espoir ramené au grade de l'aide sociale, ossature oxydée par la richesse des pauvres. Gens sans faim contre estomac expérimenté par la recherche de sustentation vitale, ô virus affable, crise assoupie sous les 20 heures antiques de l'État-providence. Que t'offre-t-on? Les bâtons sont si mauvais à manger. C'est une priorité qu'il est difficile de mâcher. Le cuir a salement durci sous les coups ces 1000 dernières années. On s'en souvient. La cité des hommes se renouvelle si vite qu'elle finit par ignorer la stabilité de son âme, fatiguée, bestiale, si souvent vengeresse, si occupée d'elle-même et peu concernée. J'ai des doutes quant à mon réel pouvoir. Suis-je donc moi aussi limité par mes rêves? La poésie ne me serait d'aucune futilité, à peine bonne à me préserver de la vie. La tour dégarnie est une promesse sans saveur, futur hôtel de luxe dans un nouveau ghetto. Dieu comme nous sommes pressés de faire renaître les anciens sujets sous de nouveaux crépits. Une écharde, comme une grande tour en fer, attend son réau de verre et d'acier, où habiteront banques, sièges de société, à 2 pas d'un quartier nerveux et tendu. Le lieu dont on part, avant d'y arriver, reste branché sur Paris. Rien d'autre l'en sépare que la périphérie subie, depuis bien longtemps. Merci. Merci, Gastier. Tu es prête, Maggie? Je vais aller chercher les livres. Ou tu n'es pas prête, Maggie? Donc Maggie de Coster, que je connais depuis 1994, donc ça va faire 30 ans cette année, n'est-ce pas? Donc elle est devenue une grande amie depuis 3 décennies. Tu es journaliste de formation, tu es écrivaine, poétesse, traductrice, anthologiste, parolière. Tu es sociétaire de la Société des gens de lettres.
Il est marqué sur un petit papier que tu as publié 33 ouvrages, mais comme ce petit papier a des informations il y a très longtemps, il y a 6 mois, donc je suppose que tu as 38. Toujours confondu. Tu as publié entre autres aux éditions du Cygne au Gué du Souvenir, un recueil de nouvelles. Et ce recueil de nouvelles a fait l'objet d'un mémoire d'études à l'université de Cagliari en Sardaigne, en Italie, sous la direction du professeur Mario Selvaggio. En 2019, on te décerne le prix international de traductrice et éditrice de poésie par l'Académie Claudine de Tencin à Grenoble. Il y a encore beaucoup à dire. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que depuis qu'on se connaît, même dans notre vie, avant que je fonde les éditions du Cygne, depuis, on ne s'est jamais quitté, on s'est toujours suivi. Et aussi, tu m'as fait de grands cadeaux éditoriaux, puisque tu m'as donné, offert, proposé de merveilleux auteurs latino-américains, notamment, je ne peux pas toutes les citer, mais notamment Bella Clara Ventura, qui est une autrice très célèbre en Amérique latine, et en Israël notamment, et qui est colombienne, mexicaine, et qui vient de publier son 3e ou 4e recueil chez moi, Sous les lignes de feu, c'est le premier livre de 2004. Et donc je suis ravi vraiment que tu m'accompagnes depuis ton année, et que tu sois là. Et je te laisse le micro. Merci, c'est un honneur pour moi d'être à tes côtés. Je suis vraiment fière de toi, de tout ce que tu fais aussi, parce que bon, c'est toujours pour moi une joie intense de parler de ce que tu fais, parce que tu es quelqu'un de très dynamique. Tu réponds, tu réponds très vite. C'est quelque chose de rare. Je trouve que je vois pas bien quand non, c'est-à-dire que de l'eau, je vois très bien. Oui, c'est-à-dire que oui, j'admire beaucoup Patrice, parce que je trouve en lui des caractères communs à moi. Parce que bon, moi je suis une bête de travail, je dors très peu. Je dors à 5h du matin et je me réveille à 10h. Ça fait pas beaucoup. Et je travaille non-stop. Et Patrice, et quand je lui écris, eh bien, il me répond automatiquement. Hein. Il ne perd pas de temps, vraiment, il est très dynamique, très, très prompt au devoir. Voilà. Actif. Réactif. Oui, et je remercie aussi les amis d'Abu Livre, Amar et Hassen, qui m'ont invité. Ça fait, c'est la 3e édition de... Oui, c'est la 3e fois que je viens. La première année, j'avais donné une conférence, c'était un portrait croisé de Louise Michel et de Georges Sand. Et voilà. Et puis après, en 2023, je suis venue pour participer à l'Agora. Et j'apprécie beaucoup le dynamisme aussi de ces deux amis-là. L'association a à peine 3 ans et tout, d'après ce que tu m'as dit. Et comme dit Corneille dans le Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et il y a un autre auteur qui s'appelle Edgar de la Selve qui dit, pour mériter l'estime, il ne suffit pas d'avoir fait de grandes choses, mais il suffit de les avoir tentées. Alors, je vois que vous êtes vraiment touché à tout, hein, touché à tout. Vous avez beaucoup de choses déjà à votre actif pour si peu de temps que vous existez en tant qu'association. Et vous avez aussi beaucoup de projets à exécution. Hein, et aussi, bon, je ne pense pas que c'était à moi d'en parler, mais ouais. Oui, je crois qu'il y a aussi un acte du colloque qui va apparaître bientôt. Voilà. Et je suis vraiment fière de vous, fière d'être à vos côtés. Et je vous souhaite longue vie en tant que personne et aussi en tant qu'association. Voilà, c'est une association 2.0, je dirais. Voilà. C'est très très gentil. Ça m'a
Fatima est réactive aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Bon, je remercie les amis qui sont venus là aussi. Hein. Il y a Sandra qui est venue. Il y a Alain Vizera qui est venu aussi. Et voilà, et puis je suis contente de retrouver d'autres amis, Sophie, et aussi Fatima, et voilà, et moi je suis contente de voir tout le monde. Et, bon, ça c'est un recueil de poèmes, c'est pas le dernier, mais l'avant-dernier. J'ai oublié d'apporter le dernier, voilà. C'est les versets simplifiés du Soleil levant, qui ont été publiés en 2021. C'est pas 2021, non. Non, c'est le dernier qui a été publié en 2021. Ouais. C'était sur le Covid. Oui. 2017, voilà. Alors, ça m'a été inspiré par les attentats de Paris et de Nice. Voilà. Et en fait, il s'agit de 40 poèmes qui font allusion aux attentats, à ces deux attentats. Et ça se termine sur une note d'espoir, de conciliation ou de réconciliation. Voilà. Parce que je pense que tout est possible. Hein, tout est possible, hein, voilà. Et je pense que, comment dire, je reste toujours optimiste dans la vie. Hein. Je dis toujours que la vie n'est pas tout à fait rose, ni tout à fait noire, mais elle est peut-être rose avec des points noirs ou l'inverse. En dents de scie. En dents de scie, voilà. Alors, ouais, je vais vous lire quelques poèmes. Alors, ils n'ont pas de titre. C'est numéroté de 1 à 40. Et le dernier poème, il fait retour au titre principal. Alors, verset 1. Résiste, marche, haut les mains, sur les voies libératrices, fuis la compagnie des moqueurs malséants. Sois comme l'arbre qui plonge ses racines dans le ruisseau qui désaltère les assoiffés du bonheur de vivre. Cet arbre qui prodigue son ombre aux promeneurs harassés. Le vent dissipe des fragments de vérités occultées qui parviennent aux oreilles attentives, mais les aveugles d'esprit les précipitent dans l'hypogée de leurs pensées irréversibles. Dans le vortex des jours demeurent en suspension tant de points semblables à des grains de sable emportés par des marées. Verset 2. Que dire de tant de pensées stériles qui parsèment les lobes du cerveau? L'absurde gangrène les espaces de vie. Le verbe se fige dans le vide des convenances. La force des idées se perd dans les soubassements de la colère. Le dire du coryphée se dilue dans les méandres du désenchantement. Point de garde-fou dans l'avant-scène. Le péril se décrète, la nuit chasse le jour et tout recommence. La demande est instante, l'instant n'attend pas. La coupe se vide dans le vide et le vide se remplit du contenant et du contenu. Verset 12. Comment assainir les sentiers broussailleux et retrouver les statues des jours de paix? Je cache les pétales de joie dans les profondeurs de mon être pour les épargner de la flétrissure. Je conjure à voix basse les revers du quotidien. Je lève ma coupe à la gloire de l'Esprit Saint, S.A.I.N. Et au clair de jour,
en extase, je sautille. Tant de fois inconnu à moi-même, je frissonne d'effroi au trot de mes pensées, dans l'antichambre de mon cerveau. Quel prince convoqué dans nos conciliabules pour donner le ton à la plaidoirie des faibles. Ô nature immarcessible, je t'adjure de nous être favorables. Verset 13. Quand la terre disparaîtra, je gémirai dans les limbes. Les souvenirs du passé seront portés disparus. La vie sera-t-elle aux abonnés absents? Quoi qu'en pense d'aucuns, le temps continuera sa course inexorable et chacun aura peut-être fait son temps, sans avoir rien fait de son temps. Est-ce le temps qui nous marque ou nous qui le marquons? Verset 16. Suturer 100 fois la morsure du temps pour conjurer la morsure et ne pas prendre le mort aux dents quand s'écroule le radeau en mer étale. Ne pas laisser se répandre des libations de sang, ne pas laisser fleurir des sentences de haine, mais aux 3 coups de brigadier, laisser entrer le messager en scène pour faire allégeance à l'amour. Verset 17. Dans la gamme de mes rêves, j'ai inscrit le refrain de l'amour en allegro, à fredonner avec entrain. Sur le parchemin de ma vie, j'ai écrit les versets du soleil à réciter avec allégresse. Sur l'échiquier de mon cœur, les pions forment une haie d'espoir pour âme en peine. Verset 24. Archaïsme du verbe révélé par la réverbération des vertèbres fracassées, frissonnement des herbes folles coiffant les prés solitaires, rêves fossilisés dans les nuits incantatoires des amours, incarnation de la folie dans les lobes de la pensée, réplique des moments non verbalisés, consomption des vœux exprimés, crémation des esprits illuminés, infinitude du soi glissant sur la pente savonneuse des chimères, invalidation du corpus de la dérision, damnation des âmes enchaînées dans le passage des passions puissantes, lacération de l'innocence par le vol des vautours, onde de choc dans le sérail des peintres, peignant la permanence de la peur, confusion des sentiments rougis du sang des anges en arrosage des jardins périssables, conjuration des étoiles immobiles dans un ciel consterné. Encore un. Je me découvre sur la terre des vivants en me demandant je me découvre parce que, excusez-moi parce que c'était pas préparé, je l'ai pris sur le livre. On n'a rien préparé. Je me découvre sur la terre des vivants et me demande pourquoi je suis ici-bas. Les jours se succèdent et mes pourquoi ne cèdent guère au chantage de mon être. Excusez-moi parce que... Je me demande sur la terre des vivants. Je me découvre sur la terre des vivants et me demande pourquoi je suis ici-bas. Les jours se succèdent
et mes pourquoi. Ne cède. Changer les piles. Non, c'est dire aussi, j'ai très soif aussi. Bon, je me mets debout alors. Bon, d'accord. Je me découvre sur la terre des vivants et me demande pourquoi je suis ici-bas. Les jours se succèdent et mes pourquoi ne cèdent guère au chantage de mon être et n'accordent non plus nulle possession à la récurrence de ma curiosité, ni à la dérivation de mes pensées scabreuses. Dans l'attente de la vérité, je me réfugie dans la base des comment, où je tente de construire l'édifice de ma vie, dans l'éviction des artefacts, mais dans le champ des possibles. Et un tout dernier qui fait référence au titre. En beau monde de nos passions, l'âme des forêts en péril. Embrassons d'amour les tissus fragiles de l'humanité, sous le regard luminescent de Cassiopée. Achevons la symphonie inachevée des disparus et des versets simplifiés du soleil levant, comblons le vide laissé par l'absence. Tu as mérité ta bouteille d'eau. Voilà, ça va. Bois un pas à côté, voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci. C'est moi. Pascal, tu es prêt? Oui, lui, il est toujours prêt. C'est vrai en plus. Je vais me présenter. Quand même, je vais me présenter, mais si j'oublie quelque chose, tu me diras. Voilà, donc vous avez écouté des choses plutôt douces, là ça va être Attends. violent, on m'appelle comment le berbère. Alors, l'avantage de Pascal, c'est comme si vous avez remarqué, il n'a pas son livre en main, parce qu'il sait tout dans sa tête. Mais par contre, tu devrais plutôt venir face caméra, peut-être ici. Donc tu es né le 27 juin 1963. Capteur. Attends, là, quand je dis face caméra, c'est pas pile poil en face, parce que là, on verra que ton torse, même s'il est magnifique. Comme ça, c'est bon. Ou derrière la taille. C'est le caméraman. C'est censé être cadré ici, tu vois. Mais Là, non. donc, tu es né le 27 juin 1963 à Saint-Mandé. Tu es l'auteur d'un roman et d'un recueil de poésie aux éditions du Cygne, pas le roman mais le recueil, ainsi que de nombreuses publications en revue. Tu as organisé et animé l'émission Insurrection Poétique sur la télé Libres Ondes sans frontières. Et dès l'an 2000, tu te tournes vers le one-man show et le spectacle de poésie performance. Et tu écris parfois aussi des poèmes sur les murs à la craie quand la police te laisse faire. C'est-à-dire souvent. Ton recueil Une brèche dans la tapisserie des ombres a été préfacé par Otto Gans, un grand poète belge et qui est un de mes amis personnels. C'était pas du tout prévu ni fait exprès, mais c'est comme ça. Je te laisse la parole. Tu as un grand talent scénique, donc voilà, je te mets la pression. Mais Oui, alors, quelques petites rectifications. Tout est faux. Non, il n'a pas été préfacé par Otto Gans, par contre, c'est Oui, c'est préfacé toi qui as par Otto Gans. effectivement. Technique du point de la Autant pour qui est moi. par position du site. Autant pour moi, tu fus Voilà. préfacier. Il y a également eu un premier recueil qui s'appelait Chaos mode d'emploi. Bon, maintenant je me suis chez Raz Éditions. Je me suis un peu calmé. Le second s'appelle Une brèche dans la Je sais que tu n'as pas besoin de micro en général, mais peut-être que... Donc voilà, en gros, et également un roman érotique pour ceux et celles que ça intéresse, qui s'appelle Nora la Conquérante, le pseudonyme de la ménage. Voilà, c'est pour ce pseudo. Voilà pourquoi je ne sais pas tout. Et oui. À peu de jouer, mon ami. J'ai répudié la nostalgie qui collait sa chair à la mienne, cognait ses os contre mes os, avec des façons de ventouses et une haleine de cadavre. J'ai rejeté la pourriture de ces hosties décomposées, que l'on élève au rang de saintes, et ne sont que putrescents passés. Et ces valises, chargées de plaies, que l'on traîne de gare en gare, sans s'interroger davantage sur l'état de leur contenu. Je les ai laissés sur le quai, volontairement
oubliez lequel. Les prenne qui le voudra, qui n'a pas son quota d'autoflagellation. Se murer dans les hier, se laisser inonder par son flot corrosif, est incapacité à repenser la forme, à retrouver en géomètre les périphéries du désir, paresse d'apprentis vivants, qui rechignent au prix du savoir, au poids d'incendie dont il faut parfois payer la connaissance. L'âpre et rude leçon de soi, l'humiliante étude des charniers, des immondices qui vous peuplent. J'ai ouvert portes et fenêtres aux imprévisibles futurs dont le vent écorce la peau, précipite les destins dans l'avalanche des visages équarris et réduits à l'essentiel. Que donnerais-tu? Que donnerais-tu pour sauver le rire, la belle sauvagerie des jardins? Non béance contrainte de la bouche, ni esclaffement sans grâce, complaisante hilarité sans objet, sinon retarder la marche de la mort, mais la belle trace de soi, qui vit la vie par tous ses pores, toutes ses déclinaisons, infime tremblement qui dénoue les mots, les murs, les entrailles. Cette réserve d'innocence où d'autres puiseront leur soif, cette complicité du sang qui griffe la virgule d'une humanité accordée. Sauver le désordre des excroissances végétales, non ces allées ordonnancées en une rigueur anxiogène, mais le souple déliement de l'arbre vers les sommets de son acmé, succulence efflorescences, où les mains du jardinier ne sont plus que la caresse d'une feuille. Que donnerais-tu? Que donnerais-tu pour sauver les larmes? Non celles casuitiques qui te secouent, te fissurent, à l'annonce des morts que vivant tu aimais, que nul blottissement ne viendra secourir. Non celle qui te perce et te laisse amoindri dans l'urgence du vide, mais l'issue de secours aux déserts minéraux, à leur densité qui t'assèche, t'aspire dans l'œil des colères, qui t'essore de toi et laisse dans l'égout s'écouler ta noirceur, qui comme un mauvais pu exude de toi toutes les tristesses mal assainies et sème tout au fond quelques fleurs au passage. Il ne s'agit pas de sauver le monde, de le porter sur ton dos encore moins, juste d'un sacrifice à ta mesure d'homme, jeté par-dessus la proue de l'est encombrant de ta vanité. Ayant accumulé un grand crédit d'oiseau, je me suis porté acquéreur d'un nuage mis aux enchères, où j'en suis très satisfait. C'est un nuage très propre, qui jamais ne connaît la foudre ni la pluie, propice à la rêverie. Il ouvre l'esprit, l'horizon de nouvelles cosmogonies. Il paraît que dans l'ancien temps, il fut un dieu inefficace, et pour cette raison relégué au rang du fuligineux. J'hésite à accréditer l'hypothèse. Sans doute n'est-ce que légende urbaine véhiculée par des reliquats du monde divin, aigris, déchus et jaloux. Peu m'importe en réalité. C'est en tant que simple nuage que je l'ai rencontré, choisi, que je l'ai en un mot aimé. En tant que tel, il m'est précieux. J'y laisse infiniment mon cœur vagabonder. Mon esprit s'entrelace à ces voluptueuses volutes. J'en suis le propriétaire légitime. Cela suffit à mon bonheur.
Et qu'on ne vienne pas me parler du martyre des cumulus, de la soumission des nimbus. Mon nuage est un ami, un complice. Nous échangeons souvent nos intimes pensées, même si j'avoue ne pas toujours être en mesure de comprendre les siennes. Voilà, un petit dernier qui s'appelle Amour. Bon, ça dépote quand même, mais ça s'appelle Amour. Attention, zone d'amour. Ceux qui n'y voient danger n'ont connu son visage, sa face éclaboussée par la sainte merte du jour, n'ont jamais étouffé sous le poids des promesses, des serments en spirale. Attends, là, on recommence. Okay. Attention, zone d'amour. Ceux qui n'y voient danger n'ont connu son visage, sa face éclaboussée par la sainte merde du jour, n'ont jamais étouffé sous le poids des promesses, des serments en spirale, par soi-même imposés, n'ont connu ce trop-plein de beauté qui déborde de toutes parts jusqu'à inonder chaque instant, jusqu'à vous clouer les paupières. Les défis, les obstacles, le dédale des choix où plus d'un voyageur s'est égaré. Ne croyez que j'évoque ici le siphon des amours malsaines, mais l'amour pur auquel vous aspirez. Parfois plus atroce qu'une guerre, celle qu'haletant nous menons dans des corridors souterrains, celle du cœur accidenté, aux éboulements imprévisibles. Celle contre la douceur intrinsèque. Oui, mais c'est pas la douceur, c'est que la douceur insère au sein d'un étrange kaléidoscope. Rien ne correspond ici à la paix fade que vous cherchez. Tout est mouvement, corrosion, saut quantique dans l'absolu et retour à la matière, sans que rien ne vous y prépare. Mais c'est dans l'insérénité d'un espace-temps aléatoire que nous pouvons creuser nos plus belles figures, à l'image de ce nom qui a percé dans le centre de nous, dans notre masse de ténèbres, un tout petit trou de lumière. Bon, celui-là, tu ne le mets pas en ligne. Je ne sais pas si le mettre en ligne, mais comme ça passe en direct. Merci Pascal. Tu as un grand talent scénique. Plus que 2 poètes, dont une qui est dans le tram et qui va arriver. Elle doit arriver puisque c'est elle qui va modérer la conférence. Et j'ai le plaisir d'accueillir Kader Mourtadoua. Viens, s'il te plaît, viens nous rejoindre. Donc, Kader, tu es né à Miringoni Moélie, aux Comores. Donc, tu viens de loin. Donc, tu es comorien français. Tu habites à Mayotte. Donc, tu es pour 2-3 semaines ici en métropole, mais tu habites à Mayotte. Et tu es une des voix majeures de la poésie comorienne de langue française. Tu enseignes le français dans un collège à Mayotte. Tu as beaucoup d'activités littéraires locales et tu participes, entre autres, à l'association Rescani Kalamou, avec laquelle tu organises le Festival annuel international des arts poétiques de Chiconi, dont la 5e édition se tiendra en février 2024 en présence d'artistes, de poètes, de slameurs de tous horizons. Et je peux dire à ce sujet que grâce à toi, tu vas faire vivre une grande aventure aux éditions du Cygne, parce que je vais envoyer, grâce à toi, une de mes poétesses à l'autre bout du monde. C'est Manon Godet, qui
qui est connue par l'association Un Livre, puisqu'elle a présenté son recueil poétique Pau, qui est sur ma table derrière il y a 2 mois ici même, et elle a modéré la conférence que l'association Un Livre avait organisée au mois d'octobre. Et donc grâce à toi, grâce à ton association, Manon, qui n'a jamais quitté l'Europe, va découvrir et va pouvoir présenter son recueil et ses positions contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes à Mayotte, dans des collèges, dans des lycées, dans un festival littéraire. Et je te remercie beaucoup pour ça, parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que je soutiens beaucoup tous les auteurs, bien sûr, mais Manon particulièrement, parce qu'elle a un grand talent humain et littéraire. Et pour revenir à toi, tu as publié à ce jour 6 recueils de poésie aux éditions Klamba, aux éditions L'Harmattan, aux éditions Anigoué, 3 plus récents aux éditions du Cygne, ceux que tu présentes aujourd'hui, et normalement un 4e est en cours. Donc n'hésite pas aussi à présenter, parce que comme tu es là, eh bien, ça fait plaisir aussi d'entendre une voix d'aussi proche et aussi lointaine. Donc n'hésite pas à nous parler aussi de Mayotte et des Comores, voir un peu comment le panorama littéraire et poétique de chez toi. Merci Kader. Merci beaucoup Patrice. Je ne sais pas par où commencer. C'est un plaisir pour moi d'être à côté de toi, mon éditeur, qui m'a fait confiance. Aujourd'hui, je me retrouve devant un public que peut-être je n'allais jamais le connaître. Merci à l'association Un Livre et à toi aussi, Patrice. C'est une voix douce, une voix tropicale que vous allez entendre. Vous voyez, je tremble un petit peu. C'est pas parce que j'ai peur, c'est le froid. Et demain, je prends le vol. Demain, je vais regagner mon chez-moi à Mayotte. Là-bas, le soleil m'attend. Et Mayotte, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé seulement. Que je refuse souvent aussi de le nommer, cette violence. Non, Mayotte, c'est la poésie, c'est la douceur, c'est le larron, c'est la joie de vivre, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est ça Mayotte. Voilà. Et Mayotte aussi, c'est le 5e département de France. Donc, imaginez, quand on a des enfants, le dernier qui est né, il est toujours mignon, aussi beau, mais c'est Mayotte. Voilà, c'est Mayotte. Donc, je suis né à Moélie, je vis à Mayotte, et c'est chez moi. Je vais à Moélie, je suis chez moi. Comme nous, quand on vient ici, on vit à Marseille, on dit je suis Marseillais. Ceux qui sont à Paris ils disent je suis Parisien. Et même on voit quand il y a les matchs de foot à l'étranger, les gens défendent les équipes alors qu'ils n'ont jamais posé leurs pieds à Marseille, ou bien en Espagne, ou bien au Portugal. Mais on est là, on se bat, ouais, Cristiano Ronaldo, Messi. Donc c'est ça en fait, la joie de vivre pour moi, c'est ça la poésie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques textes. Je suis un peu timide. Hein. Patrice, tu m'arrêteras si je donne un petit peu. Et la dernière poétesse est dans le tram, là tu peux te faire plaisir 2 minutes. Et aussi pour l'association Rescan Kalam, le festival aura lieu. Voilà, le festival aura lieu du 19 au 24 février. 19 au 24 février. Le thème de cette année, c'est le souffle. Le souffle. Chez nous, en langue locale, en chinois, on dit poumon. Donc, c'est ça le souffle. Et c'est un seul texte, ou bien une nouvelle de 2 pages maxi, politique, qui respecte le thème du souffle. Il n'y a pas de critères. D'autres, à part le souffle. Ça dépend de comment on perçoit le souffle. C'est cette liberté. Chacun est libre de l'interpréter. Et c'est envoyé à l'association Rescan Kalam
Vous allez retrouver la page de l'association, vous pouvez retrouver ça sur Facebook, lié à la page des éditions du Signe. Reska Ni Kalam. Il y a le soleil qui est là. Tu prononces Kalam, c'est écrit K-A-L-A-M-U. Voilà. Kalam. Kalam. Voilà. Kalam, voilà. C'est comme de l'arabe. Voilà, exactement. Ben, c'est ça en fait, Mayotte et les autres îles. Voilà. Et même le souffle. Voilà le souffle, oui. C'est roux. Oui. Ah voilà, exactement. Oui. C'est pas ce Donc tout de suite, je vais commencer ma lecture. Je commence toujours par un tout petit texte qui s'intitule Livre, tiré de mon recueil Objet de pouvoir. Livre. Je t'offre ce livre en cadeau de fin d'année. Il sera ton ami, celui qui illuminera ton cerveau. Il fertilisera la terre de ton esprit, te guidera vers le chemin de la sagesse. Livre. Il te livrera la science aux merveilles de l'existence. C'est une grande lumière qui te sort de la nuit et des ténèbres. Serre-le contre ton cœur et tu seras haut comme une étoile. Il t'amènera voir des pays de rêve et des êtres d'exception. Il te dira qui tu es avant le crépuscule de ta vie. Livre rime avec vivre. Ça, c'est le premier. Et tout de suite, je passe au souvenir. Le poème s'intitule Souvenir, tiré de mon recueil Paroles fragmentées, paru aux éditions du Signe. À travers les miroirs de l'océan, tu vois ton être. Et la clameur des vagues répand des étoiles sur ton cœur. Et ton cœur retrouve toutes les vibrations de ton enfance. Enfance bleue passée entre deux îles, entre deux rivages embaumés. Enfance pleine d'écume, de songes et de promesses. Saison de rire, saison d'étoiles, et l'alchimie des vagues foisonne au cœur de l'innocence. L'horizon est encore là, avec sa ligne évanescente et son champ de couleurs. Là, avec son gisement de flamboiement et d'opale. À travers le miroir, il y a le couchant qui palpite dans le refrain de ton âme. Écho de vagues, écho saillant pour se souvenir des cris de l'innocence. Écho pour bâtir un pont entre ici et ailleurs, entre le passé et le présent. Écho pour penser à demain, demain qui grésille déjà entre tes mains et tes yeux délavés. Je vais passer fin de la jeunesse. C'est le titre. La jeunesse s'achève sur une note de tristesse et d'amertume. Elle prend le chemin du néant, remonte les saisons de feuilles mortes. Le grenier est plein de pierres et de pensées. Les souvenirs sont jaunis et cornés par la cruauté du temps. L'herbe du cœur a perdu ses senteurs et sa saveur d'exception. Elle est comme la lune de la jeunesse flétrie et désaxée. La jeunesse engendre la vieillesse. Paradoxe insolite. Jeunesse n'a pas d'escargot, vieillesse n'a pas de souris. La jeunesse s'achève avec la peau tannée par l'acier des âges. Les rires sont caverneux, les gestes moisis et le regard les ténèbres de la vie. Dictionnaire. C'est tiré de mon tout dernier recueil, L'aventure des objets, toujours aux éditions du Signe. Dictionnaire. C'est comme on dit ordinaire. C'est un gros livre qui donne la signification des mots, des verbes, des adjectifs. Dictionnaire. C'est un ami qu'on ne consulte pas tous les jours. Un ami de longue date avec qui on ne flâne pas. Un gros ami que l'on range dans un coin de table. Il dort longuement et empoussiéré sur une étagère chez les paresseux.
C'est une amie que l'on ne doit jamais oublier. Quand on le tient entre les mains, on y découvre de l'or. C'est une amie qui offre un chemin de lumière et de liberté. Toutes ces leçons sont à apprendre par cœur. Bougie. Me voici debout, toute blanche et lisse, debout sur une table, sans jambes, sans bras et sans visage. Allume ma queue de mèche et j'éclairerai toute la chambre ou le salon. Allume ma queue de mèche et je disparaîtrai un de ces 4 matins. Je mourrai à petit feu parmi mes ombres et mon odeur âcre. Mchumar est mon nom dans ce pays d'accueil. On m'oublie le jour et je vais de main en main la nuit. J'illumine tel un astre au cœur des ténèbres. Bougie, ah, comment veulent-ils que je bouge? Siffler. Tout petit, doté d'un bec traîneau, il alerte. Il est celui qu'on tient entre le pouce et l'index. Petit et souvent métallique, il réglemente le jeu. On le tient et le pose entre des lèvres palpitantes, du souffle dans les poumons, du souffle pour siffler le commencement du jeu, entre les lèvres, entre les dents pour siffler l'arrêt des choses, siffler pour réglementer la circulation de voiture. Tout petit, sans membre, mais autoritaire. Il a un seul œil troué. Le sifflet tranche comme un scalpel courroucé. Quand il ne travaille pas, il disparaît dans la poche d'un uniforme. Tout à l'heure, on a évoqué la vie en dents de scie. Et cette fois-ci, c'est un petit texte sur, bien sûr, la scie. Elle est accrochée à un mur d'atelier de menuiserie. Elle a une grande oreille par laquelle on la tient. Elle est plate, sans ventre, sans jambes, sans yeux et sans bras. Elle s'appelle scie à bois. Elle pleure tout en dévorant la matière. Elle est dotée de plusieurs dents de différentes tailles. Dents de métal pour abattre les arbres et couper le bois. Scie de tous les labeurs du quotidien. Grand trésor pour les bûcherons au bras de silex. On ne la prend jamais par les dents. La scie toujours côte à côte avec un marteau et une équerre. Elle rumine sa fatigue avec les rabots et les marteaux en fabriquant des merveilles. Ça. Miroir. Le voici installé devant toi, nu et transparent. Miroir, c'est comme on dit pouvoir. À travers lui, tu te regardes et corriges un trait de travers. Tout près de lui, tu écrases un bouton de pub et une verrue jaunie. Miroir, miroir pour les confidences silencieuses, pour l'observation du corps, trait par trait, courbe par courbe. Quand le complexe t'en serre le cou, tu parles au miroir. Miroir, miroir. Espace muable où la réalité se mêle à l'illusion. Comment lui tourner le dos en ce temps où seul le paraître compte? Gomme. Tu as une gomme en bleu et rouge dans ta main. Gomme de service, gomme du bonheur. Elle rectifie une faute grave et efface les traits des malheurs. Indispensable pour effacer les courbes maladroites du visage. Elle rectifie les traits d'un bras tordu et les lignes d'une jambe fauchée, coquilles et des seins sous contrôle. Traits des paupières magnifiés et courbes des cils enjolivés. Gomme magique pour des sourcils et des lèvres à retoucher. Gomme pour bâtir une œuvre impeccable. Alors, ça va être cahier. Le cahier. C'est un assemblage de plusieurs feuilles de papier. Feuilles quadrillées pour y écrire des récits de vie. Feuilles sans ligne pour des histoires d'hommes et des femmes. Des mains curieuses ouvrent le cahier page par page.
Elles y trouvent des secrets de fées, des saisons de tristesse et des périodes de rire. Feuille par feuille pour y lire les poèmes du temps des amours. Cahiers de poèmes, cahiers de contes à dormir sur un souffle de printemps. Comment ranger le cahier auquel on confie tant de secrets? Elle est arrivée, donc c'est bon, tu vas encore un ou deux. Je fais peut-être la... Voilà, j'ai lu le dernier. Nouveau destin. Je reviens sur paroles fragmentées. Ramasse les vagues fleuries et habite ton nouveau destin. Oublie les ventres en marée basse et la peau sur les os. Oublie les saisons de vagues maigres et de rêves morts. Le temps est venu de remettre en route ton rêve de plénitude. Envoie ton rêve chercher le bleu des rivages et des terres fertiles. Immense terre où le silence est une source de sérénité. Vaste rivage où le parfum assainit la mémoire. Habille les mots et fais des récits de poèmes et de flammes. De tes mots, tu feras un cercle d'union et commenceras ton nouveau destin. Le feu des mots brillera au plus près de ton souffle, au plus près de tes paroles zélées. Tes paroles zélées en me donneront au moins tant de sève et d'oxygène. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Mila Tisserand. Donc, tout à l'heure, on disait que la valeur n'attendait pas le nombre des années. Tout à l'heure, lorsqu'il y avait Kader et qu'il nous expliquait son association Rescani Kalam à Mayotte, je vous ai parlé de ma deuxième auteure, la plus jeune, puisque l'association Kader va l'inviter à Mayotte en février, Manon Godet. Là, je suis très honoré de vous présenter ma plus jeune auteure, Mila Tisserand. Quand j'ai préparé les bios des auteurs, c'est vraiment un hasard. Je ne sais pas pourquoi, tu es la plus jeune et tu as la plus longue biographie. Donc tu es née à Strasbourg en 2003. Elle a publié son premier recueil Contre-Fugue quand elle avait, je suis très fier, 19 ans et 71 jours, record à battre. Est-ce que quelqu'un dans la salle? Donc pour toi, écrire est une nécessité qui t'habite depuis ton plus jeune âge. Tu es comédienne. Tu as joué au Théâtre de la Bastille à Paris, au Festival Off d'Avignon, à Bruxelles, à Strasbourg. Le corps et le langage occupent une place majeure dans tes textes. Tu es une jeune autrice qui croit au dépassement du corps physique par les mots. Tu travailles actuellement à l'écriture d'une pièce de théâtre et tu suis une formation de comédienne dans une classe préparatoire de théâtre à Mulhouse. Tu dis écrire avec les points de rupture et les nœuds de force de ton corps. Tu poursuis ce maillage à travers les courts-métrages que tu écris et réalises, à travers aussi des peintures et des photos. Tes tout premiers textes ont été publiés quand tu avais 17 ans par le Coster Astral dans l'anthologie des poètes 2021, Le désir en nous comme un défi au monde. Tu étais publié une deuxième fois dans l'anthologie du Printemps des poètes 2023, C'est l'eau traverse les frontières aux éditions du Coster Astral toujours, où tu étais déjà la plus jeune auteure. Contre-Fugue est ton premier recueil. Et aussi, on a vécu une autre aventure, c'est que tu as enregistré dans un cadre professionnel les 2 premiers audiobooks qui ont été publiés aux éditions du Cygne en 2023, avec Michael, n'est-ce pas Pascal? Et donc tu as enregistré dans un milieu professionnel les 2 premiers audiobooks des éditions du Cygne, ton propre recueil, Contre-Fugue, mais aussi Le cœur en spectacle d'une jeune poétesse hongroise, Léanade, qui était traduite en français par Yann Kaspar. Tu écris une phrase que j'adore, que j'aurais voulu dire, mais que je te laisserai dire tout à l'heure, parce que quand c'est toi qui la prononce, c'est encore mieux. Donc je vais chercher Contre-Fugue. Et aussi, je ne voudrais pas parler à la place d'Amar, mais c'est aussi Mila qui va modérer la conférence qui va suivre tout à l'heure. Merci, je suis là-dessus.
Voilà, donc Milan va le relire contre fuite, et là ce sont les CD audiobooks qui sont téléchargeables sur les éditions du CIM, sur notre site, et disponibles aussi en CD. J'eus l'enfance ivre et bohémienne. Laissant mes doigts d'adolescent s'élancer doucement sur l'amnésie frigide du piano familial, j'y baignais des rivières, de Kourou, somme de non-dits d'un autre temps. Élevé au chant des guitares manouches, à l'odeur fumeuse et vive des parfums d'opium, et sur la rive sublime par l'ivre des abîmes, j'arpentais les couloirs jaunis de la grande maison, scrutant l'horizon, les voiles orphelines d'un monde en suspens. Mon regard à présent remaniait les saisons, l'âme de la raison, abreuvant mes déserts oculaires dans un amas boueux de lettres, de feuilles noircies au crayon, de peinture et d'autres floraisons. Puis une nuit d'avril, je compris pourquoi j'aimais tant courir à la perte d'un crépuscule, essouffler mes visions dans les coups et les creux de tant de virgules. Je poursuivais les essences charnelles que les siècles avaient conservées, les désirs de fugue abandonnés, les négations du corps que l'humanité avait enfanté. À travers ces lieux morts, abîmés, ces sanctuaires passés où sous mes yeux j'ai vu l'humain se démonstrifier. Il m'arrivait parfois de me plonger l'été dans ce ciel cimenté d'une nudité implacable. En ce temps, on donnait des concerts dans les morgues. Naïvement, on marchait, on allait, on buvait jusqu'à en crever, sur des éclats verts dorés, l'ennui et le doute. Seul spadassin qui ici régnait. Et derrière la colline, on découvrait le jour, presque l'humanité. J'allais seule, toujours seule. On jasait jusqu'au matin sur fond d'alcool vénitien, de tapis déployés, et tant d'histoires parcouraient nos yeux. Suspendus à nos lèvres, toute l'histoire, tout l'amour et toute la peur folle du monde. Et au matin, nous étions éboueurs de nos propres fêtes qu'on adulait la veille. Je crèverais limace de cette prose archaïque. Voyez, ce n'est ni beau, ni vrai. C'est qu'ici l'air est assassin et il est meurtrier d'aînés. Les verbes sont vagabonds dans ces plaines immenses, sous ces bas-fonds grotesques, grisés d'affronts libres mais humains. Tout un peuple vaporeux et indécis rumine. Ces hommes-là gaspillent de leur souffle, déjà ne vivent plus. Ce sont eux les errants. Jamais n'ont tutoyé le verbe au sommet de sa forme. Et quand la lune décline toutes leurs invitations, c'est au vent d'éloigner leur triste consonance. Poète, malade incurable aux portes des villes, prisonnier des lignes structurales de l'anti-esprit, creusant les nerfs de la langue en furie. Ici s'écrit l'étude d'un temps non advenu, d'un corps malmené et vendu. Au matin, un effroi radical me saisit. Nous ne sommes sur terre que par l'effondrement sordide de notre motricité, cette loi mécanique qu'on nommera gravité. Nous tomberons dans la nuit comme on tombe dans le monde. Il n'y a que le verbe pour m'extraire de ce corps verrouillé et austère. Le monde enragé meurt d'inanité. J'y déploie mes mots, pleins de cruauté. Et quand la nuit s'écroule d'un air grave et mesuré, comme une enfant que la mort a dépassée,
Quand l'épuisement terrestre meurtrit l'élan des foules, j'entends rugir les poètes, les hors-la-langue, les oubliés et leur décharge de beauté. C'est dédicace à Patrice. Aux romantiques et pieux poètes, aux vieux prophètes, à cet ogre effronté que je ne cesse d'admirer dans son immensité et sa dite spiritualité que je ne cesse de couler. Le poète n'est pas missionnaire, il est l'assassin, il est le cadavre. Il voit, il boit, il puise et s'épuise. Le poète perd toute identité. Le poète ne sauve rien, le poète assassin. Le poète jamais n'est suivi. Chiez vos tragédies, enterrez Orphée, quelle ironie dans vos recueils frileux. Retournez à vos communions, à vos yeux blanchis, nous ne sommes que larmes. Vos présages sont niais, vous chantez du nez, votre prose est ridée. Vous n'avez pas 30 ans et déjà vous vantez le lyrisme erroné d'un pauvre peuplier. Ipréau ou Hugo, qu'importe, c'est cela. Retournez docilement vous ranger sous préau. Note à propos du texte précédent. Plaisanterie, piteux exercice de style car il fallait s'en prendre à l'emblème. Que plus aguerri pardonne mon effronterie. J'ai pourtant toute l'admiration du ciel pour le père de Cromwell. Quand j'ai écrit ces textes, il y a un petit temps, du haut de mon vieil âge, je cheminais beaucoup aux côtés de Rimbaud, peut-être que ça se sent. Et je cheminais à l'intérieur comme à l'extérieur, enfin, j'allais beaucoup en pèlerinage à Charleville-Mézières, parce que moi je viens de Strasbourg, donc c'est dans l'Est, c'est pas loin, sur sa tombe. Et j'ai écrit ce texte près de sa tombe, assise sur un banc dans le cimetière de Charleville-Mézières. Ta tombe est muette, dans l'époque la conserve, et blanche, toujours blanche, ironiquement blanche. Tu n'es plus un miracle, juste une pierre en novembre. Je te l'ai promis en glissant ce pétale dans tes os. J'ai gratté des mots cinglants quand toi tu grattais vainement entre tes moisissures. Tu t'ignorais toi-même, mon pauvre Arthur Rimbaud. Puisque vent et saison ont caressé ton dos, que poisseuses restent tes larmes cimentées, trop d'écart. Plus personne ne viendra, et respectivement tu pourras t'emparer des accès de folie, les cacher dans ton lit. Qu'as-tu fait, crapule? Tes relents de scrupules. La poésie française ne s'en trouve que plus amochée. Elle a traîné dans les gares, les aéroports, les baraques. Voilà que maintenant elle traîne ses printemps. Reviens vite, ou bien crève. Et celle-ci, c'est pour une amie à moi qui vient d'arriver et qui aime tout particulièrement ce texte. Alors je vais le lire en guise de dernier poème. Il m'arrivait parfois de me plonger l'été dans ce ciel cimenté d'une nudité implacable. En ce temps, on donnait des concerts dans les morgues. Naïvement, on marchait, on allait, on buvait jusqu'à en crever sur des éclats vert dorés. L'ennui et le doute, seuls spadassins qui ici régnaient. Et derrière la colline, on découvrait le jour, presque l'humanité. J'allais seule, toujours seule.
On jasait jusqu'au matin sur fond d'alcool vénitien, de tapis déployés et tant d'histoires parcouraient nos yeux. Suspendus à nos lèvres, toute l'histoire, tout l'amour et toute la peur folle du monde. Et au matin, nous étions éboueurs de nos propres fêtes qu'on adulait la veille. Je crèverai limace de cette prose archaïque. Voyez, ce n'est ni beau ni grand. C'est qu'ici l'air est assassin et il est meurtrier d'aimer. Les verbes sont vagabonds dans ces plaines immenses, sous ces bas-fonds grotesques, grisés d'affront, libres mais humains. Tout un peuple vaporeux et indécis rumine. Ces hommes-là gaspillent de leur souffle, déjà ne vivent plus. Ce sont eux les errants. Jamais n'ont tutoyé le verbe au sommet de sa forme. Et quand la lune décline toutes leurs invitations, c'est au vent d'éloigner leurs tristes consonances. Et je viens de me rendre compte que je l'ai lu juste avant. Oui, mais mais bon, pour ton aide. c'est pour mon ami. Mais c'est pas grave.